Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. L'Europe au défi de la migration. Des frontières se ferment un peu partout, les opinions publiques se braquent, les gouvernements tardent à définir une réelle politique en ce domaine. Jusqu'à présent, l'Allemagne faisait un peu figure d'exception en s'affichant, en étant présentée comme le pays le plus ouvert à cette situation. Bienvenue, Herzlich Willkommen, disait-on voici quelques mois encore à Munich. C'était il y a 6 mois, c'était il y a longtemps. Berlin arrête aujourd'hui une nouvelle règle du jeu en durcissant les conditions d'accueil. Notre invité aujourd'hui, Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d'Allemagne en France. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Vous avez été proche collaborateur de la chancelière Angela Merkel, notamment sur les questions européennes. Nous allons être heureux, avec Bruno Darou de RFI et Philippe Ricard du Monde, de vous poser beaucoup de questions sur ce qui apparaît comme une forme de revirement, et puis de vous interroger aussi sur la différence en matière d'emploi, en matière d'économie entre l'Allemagne et peut-être les autres pays européens. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on vienne sur quelques images à propos de cette migration, quelques images récentes en Allemagne. Elles peuvent être marginales, elles ne représentent pas la situation totale du pays, mais je voudrais que vous les commentiez ensuite avec nous. L'incendie était probablement volontaire. Les pompiers sur place racontent une scène qui a échappé aux caméras. Alors que le bâtiment partait en fumée, une trentaine d'individus sont venus manifester de la joie. Cet ancien hôtel devait accueillir des réfugiés à partir du mois de mars. L'histoire aurait pu rester anecdotique si 2 jours plus tôt, à quelques kilomètres de là, il n'y avait eu cet autre incident. Une foule hostile face à des migrants pétrifiés et violemment évacués par des policiers. Après les agressions de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, ces 2 récents événements révèlent un nouveau sentiment anti-migrant de plus en plus décomplexé. Il y en a trop. Et où on va trouver l'argent? Nous, on compte chaque euro. C'est très dur avec un enfant. Et eux, on leur donne tout. En 2015, plus d'1 million de demandeurs d'asile sont entrés dans le pays. Une politique d'accueil généreuse, mais impopulaire. Angela Merkel a dû revoir sa copie et faire voter le durcissement des conditions d'asile. L'Allemagne, à son tour, se crispe sur ses frontières. Chacun pour soi, chacun chez soi, l'Europe est sur la défensive. Sur la route des Balkans, après la Hongrie et ses barbelés, plusieurs pays comme la Macédoine ont décidé de filtrer les migrants. Ne pourront plus passer désormais ceux qui viennent pour des raisons économiques. Les pays d'accueil ne sont pas en reste. Ils rétablissent les contrôles aux frontières comme en Belgique ou en Autriche, ou optent pour la dissuasion. Au Danemark, la loi permet désormais de saisir les biens de valeur des réfugiés. Face à cette Europe désunie, les ministres de l'Intérieur des 28 se sont réunis ce jeudi à Bruxelles. Dans les 10 prochains jours, il nous faut des résultats clairs et tangibles sur le terrain. Autrement, il y a un risque que le système s'effondre complètement. La possibilité d'une crise humanitaire à grande échelle est là, très réelle et très proche. Le commissaire européen s'inquiète pour son pays, la Grèce. Entre le huis clos balkanique et la frilosité de l'Europe centrale, le pays est engorgé, les centres d'accueil submergés et les migrants s'agglutinent à la frontière. Plutôt que d'appliquer la répartition des réfugiés décidée en octobre dernier, l'Europe voudrait les garder hors de chez elle, quitte à régler la facture pour la Turquie. Ankara est attendu à Bruxelles le 7 mars prochain pour un sommet extraordinaire. Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d'Allemagne en France, il y a un revirement, il y a un changement de ton face, au fond, à l'opinion publique allemande. L'Allemagne dit que cette question de réfugiés peut se régler si l'Europe essaye de la régler ensemble. L'Allemagne ne pourra pas régler la question seule pour toute l'Europe. Mais elle change sa règle du jeu. Elle a accueilli plus d'1 million de personnes l'année dernière. Elle est prête d'en accueillir encore. Ceux qui relèvent du droit d'asile, des réfugiés de guerre qui ont besoin de la protection. Mais il faut, pour ça, trouver des approches communes et les mettre en œuvre. Bruno Darou, RFI. Donc, effectivement, on a l'impression, monsieur l'ambassadeur, que l'Allemagne est quand même en train de changer un peu de politique migratoire sans
qu'on y voit très clair sur sa politique à moyen terme, après effectivement avoir accueilli un peu plus d'1 million de réfugiés en 2015. Il y a eu donc ces nouvelles conditions restrictives qui viennent d'être adoptées par le Bundestag concernant notamment le regroupement familial pour les réfugiés qui n'obtiendraient pas le statut de réfugié, mais ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Est-ce que vous pouvez nous définir quelle est aujourd'hui la politique du gouvernement allemand vis-à-vis de ce flux migratoire ? Le point de départ en Allemagne, c'est les droits fondamentaux et les valeurs. Les valeurs d'ailleurs communes qui sont inscrites dans tous nos textes fondamentaux, européens et nationaux. Et il y en a deux. Il y a le droit d'asile d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi la dignité humaine. Ça veut dire ceux qui viennent demander l'asile sur le territoire allemand, on instruira le cas. Et on instruira le cas si la personne a droit à ce type de protection. Mais ça implique aussi que ceux qui n'ont pas droit à ce type de protection doivent repartir. Et globalement, pour l'Allemagne, il est important que le chiffre de personnes qui arrivent baisse d'une manière significative et durablement. Alors, Pourquoi comment faire baisser justement ce chiffre? Quelles sont les solutions tout en restant ouvert? Comment faire? Est-ce que c'est s'inspirer de l'Autriche qui fixe des quotas, on va dire, quotidiens d'accueil? Quelle va être la solution? On ne peut pas fixer un quota si le droit à l'asile est un droit individuel. Qu'est-ce que vous faites avec la personne qui vient après le quota? Il n'a pas droit à ses droits. Donc, les solutions ne peuvent être communes. L'Europe en a pris un certain nombre de décisions et il faut les mettre en œuvre. Il faut mieux protéger les frontières extérieures. Il faut mieux lutter contre les passeurs. Il faut mieux aider les pays limitrophes. Il y a eu une grande conférence à Londres où la décision a été prise de mieux aider pour que les réfugiés puissent être soutenus dans la région. L'Allemagne a mis sur la table 2,3 milliards d'euros pour les 2 années qui viennent. Et dans tout cela, d'une certaine manière, la Turquie est clé. Donc la coopération avec la Turquie est un objectif principal et le prochain Conseil européen s'y attellera encore une fois. Bruno Daron. Pour revenir à un aspect plus national de votre politique vis-à-vis des réfugiés, vous dites effectivement ce sont des valeurs, ce sont des droits, il y a la dignité humaine. Il y a quand même certaines évolutions. Par exemple, vous avez réintroduit les demandes individuelles d'examen du droit d'asile pour les Syriens, alors que jusque-là c'était quasiment automatique. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens ne sont plus considérés selon vos nouveaux critères comme pouvant demander l'asile parce qu'ils viennent désormais de pays que vous considérez comme sûrs. Donc vous fermez un peu quand même vous fermez un peu le robinet, si je puis dire. On précise les droits d'application. Un pays sûr, quelqu'un qui vient d'un pays sûr, peut demander l'asile. Et le cas est instruit individuellement, mais la présomption est que, a priori, il peut aussi être envoyé s'il ne requiert pas les conditions. Donc la législation, là, veut que ce type de demande soit traité en 3 semaines. Mais pour les Syriens, qui à l'évidence n'est pas un pays sûr, le fait désormais de faire une demande individuelle? On revient à la situation, en fait, de droit. On a employé beaucoup plus de personnes maintenant pour traiter ces demandes. Et il faut voir qu'une administration qui doit traiter ces demandes a été menée avec une arrivée énorme de personnes à l'automne. On a embauché du personnel pour avoir plus de décideurs. Donc on se met en position de pouvoir en fait réellement appliquer une instruction individuelle des demandes. Philippe Ricard, Le Monde. Sur la réponse commune des Européens, on a le sentiment qu'elle est tout sauf commune, qu'en ce moment même, l'Autriche et quelques pays des Balkans et d'Europe centrale se mettent d'accord pour bloquer les frontières sur la route des Balkans. J'imagine que c'est quelque chose donc, que vous réprouvez totalement. Pourquoi ? Parce que vous pouvez fermer tel et tel point d'entrée qui dévie après ça les flux ailleurs et crée d'ailleurs des situations humanitaires et sécuritaires très difficiles dans d'autres régions. Regardez ce qui se passe à la frontière entre la Macédoine et la Grèce, sans apporter vraiment une solution. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les décisions que l'Europe a prises ensemble soient mises en œuvre.
On a surtout un problème de mise en œuvre des décisions. Quelle décision? oui, on pensait quoi? Aux relocalisations, c'est ça? Les 160 000 personnes qui devaient être... Non, je pense à l'ensemble des décisions. Ouais. On avait dit de mettre en place ce qu'on appelle des centres d'enregistrement ou des hotspots en Grèce, en Italie. Ça tarde à se mettre en place. Évidemment, l'enregistrement, aussi pour des raisons sécuritaires, l'identification des personnes qui arrivent en Europe est extrêmement importante. On a décidé de soutenir la Turquie avec 3 milliards pour qu'elle puisse faire face aux presque 3 millions de réfugiés qui se trouvent aujourd'hui en Turquie. La mise en place de la décision tarde. On a décidé une relocation d'un certain nombre de réfugiés arrivés en Grèce et en Italie. La décision tarde. Mais les choses sont tous liées. Uniquement si on fait l'ensemble des choses, on va finir par avoir un impact sur aussi le nombre. Nicolas Meyer-Landrut, il y a quelques jours, en Allemagne, le Premier ministre français, Manuel Valls, a critiqué la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel, en gros la trouvant presque naïvement trop ouverte. Ça a choqué en Allemagne ? L'Allemagne travaille étroitement avec la France sur ces questions. Monsieur le diplomate, monsieur l'ambassadeur, être diplomate, c'est un métier et une qualité. Mais au-delà de ce discours prudent, est-ce qu'on a été surpris en Allemagne par cela ? Vous voyez, les deux ministres de l'Intérieur ont été ensemble en Grèce. Le ministre de l'Intérieur français a été au Conseil des ministres allemands il y a quelques semaines. Les deux ministres des Affaires étrangères font des voyages ensemble. La chancelière et le président se concertent étroitement avant chaque Conseil européen. Après le dernier Conseil européen, il était clair que l'objectif maintenant est la mise en place des décisions prises. Et une des décisions est effectivement aussi la relocation, où la France a accepté et souligné la responsabilité qu'elle était prête à prendre. Oui, mais cette critique de Manuel Valls, quand même, vous l'avez entendue ? Oui. Et notamment, Manuel Valls a notamment quand même, en Allemagne, sur le sol allemand, critiqué la répartition, le mécanisme de répartition européenne en Allemagne. C'est quand même assez fort comme critique, alors même que la chancelière allemande est pour ce mécanisme. Ce mécanisme, ce n'est pas quelque chose que l'Allemagne favorise, c'est une décision qui a été prise en commun. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui manque en Europe, c'est la mise en œuvre en commun et d'une manière efficace des décisions que nous avons prises ensemble. Donc le couple franco-allemand sur ce dossier est au beau fixe. Voilà, on met ensemble des choses en place maintenant. Il n'y a pas une distance de feuille de papier à cigarette, il n'y a aucun problème. Il faut quand même accepter et comprendre que les deux pays vivent des réalités différentes en ce moment. Ils ont des passés différents avec des expériences différentes d'immigration qu'il faut respecter. Et dans le contexte de ces différences, il faut trouver des solutions pratiques, des choses à faire ensemble. Et c'est sur ça qu'on s'attache. Philippe Ricard, Le Monde. Malgré tout, est-ce que vous ne regrettez pas quand même que la France soit un petit peu trop fermée quand même à accueillir ces réfugiés qui parfois sont des réfugiés de guerre, enfin en général sont des réfugiés de guerre venant de Syrie, etc. On n'est pas déçu un petit peu en Allemagne de la prudence française à cet égard ? La prudence n'est pas que française, d'une certaine manière, et je pense qu'il y a une répartition sur l'ensemble de l'Europe qui est nécessaire. C'est ni l'Allemagne ou la France qui peuvent régler le problème, mais imaginez-vous, l'Europe a 500 millions d'habitants et on parle d'accueillir 1, peut-être 2 millions de réfugiés. Est-ce que l'Europe, qui est un continent riche, doit vraiment, sur cette question, se défaire au point, dans les débats qu'on a, sommes-nous pas capables de relever ce défi ensemble ? Alors, certes, on est un continent riche. Un continent riche, mais un continent en crise, notamment crise économique, crise identitaire aussi dans pas mal de pays. Justement, vous parliez de prudence. Certains pays reprochent à l'Allemagne d'avoir été un peu imprudent au départ en ouvrant grand les portes d'accès de ce pays, provoquant un appel d'air. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui parfois sont vives de la part de certains pays d'Europe de l'Est ou du Sud ? Je pense aux dernières déclarations du Premier ministre hongrois qui dit même que l'Allemagne a un ton, je cite de mémoire, abrupt et grossier sur le dossier des réfugiés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Tous ces gens, je recommande de regarder
à la télévision, aussi dans vos émissions, les images de la Syrie, de regarder la situation dans les villes où les gens meurent de faim parfois. On sait pourquoi ils partent. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un selfie avec une chancelière que les gens quittent la Syrie. Et la pronostic de presque 1 million de personnes arrivées en Allemagne a été fait bien avant la date où cette déclaration a été faite. Et elle a été faite aussi parce qu'on a vu en Allemagne, ceux avec lesquels vous avez commencé votre émotion, des actes xénophobes en Allemagne contre lesquels nous voulions être clairs. Philippe Ricard. Comment expliquez-vous, vous qui connaissez bien les différents pays européens, les questions européennes, comment expliquez-vous ce fossé qui s'est creusé très rapidement en fait l'année dernière entre l'ouest du continent, principalement l'Allemagne, qui a effectivement ouvert ses portes, et les pays de Visegrad, les pays d'Europe centrale, notamment la Hongrie, qui ont été extrêmement durs. Comment expliquez-vous ce clash des cultures un petit peu ? Il y a des pays qui ont vécu très longtemps derrière le rideau de fer, qui n'ont pas connu d'immigration, qui étaient des pays d'émigration, pour lesquels l'ouverture, peut-être trop brusquement, sur ce type de phénomène est quelque chose qui est politiquement et socialement compliqué, mais en même temps, on demande aussi un effort de solidarité, même s'il est restreint. Nikolaus Meyer-Landrut, il y a des conséquences en Allemagne, chute de popularité de la chancelière Angela Merkel et, j'allais dire peut-être surtout, montée réelle d'un parti xénophobe qui n'existait pas sur la scène politique allemande à hauteur de 10%, un parti ouvertement xénophobe. Ça change la donne pour la chancelière ? C'est pas étonnant qu'il y ait un débat compliqué autour de ce sujet. Si vous voyez plus d'1 million de personnes arriver dans un pays dans l'espace de quelques mois, ça suscite des interrogations, ça suscite des débats, et malheureusement, ça alimente aussi des courants xénophobes qui existent en Allemagne, qui ont toujours existé, qui ont peut-être eu une vie plus réduite. Justement, c'était plutôt discret, planqué, et là, c'est 10% d'intention de vote. Oui. Bon, on va voir au vote, et pas les intentions de vote, mais oui, ça... le vote qui aura lieu bientôt. Hein. Dans 3 régions. Dans 3 régions, il y a mais la politique allemande est très claire à dénoncer les actes xénophobes, est très claire dans cette chose. Et ce qu'on voit peut-être pas assez souvent, c'est qu'il y ait aussi beaucoup de soutien encore en Allemagne pour cette approche. Il y a beaucoup de bonne volonté dans les communes, beaucoup de bonne volonté dans les associations, beaucoup de bonne volonté dans les églises, beaucoup de soutien dans l'opinion publique pour protéger ceux qui nécessitent la protection. Comment vous expliquez justement ce soutien, en dépit par exemple de l'émotion qu'ont suscité les agressions du jour de l'an à Cologne? Comment vous expliquez le maintien d'un socle qui a l'air toujours important effectivement en faveur de l'accueil? Je pense pour comprendre, il faut revenir un peu vers l'histoire. L'Allemagne a vécu plusieurs fois des arrivées importantes des personnes et vit avec un souvenir d'une intégration plutôt réussie dans le passé et avec aussi souvenir de son histoire du Troisième Reich, de dire que certaines choses ne doivent pas se reproduire. Donc il y a une double expérience dans l'histoire qui sont importantes pour comprendre l'attitude des Allemands. Alors, Nikolaus Meyer-Landrut, nous allons faire une pause sur les antennes de RFI et sur celle de TV5 Monde. Point d'actualité, nous vous retrouverons, nous allons continuer de parler de ce thème, mais également de la singularité de l'Allemagne en Europe, santé économique enviée et flamboyante, mais aussi des critiques qui accompagnent cela. On se retrouve donc dans quelques instants.
Retour international, vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, émission réalisée en coopération avec notre confrère Le Monde. Nous recevons donc aujourd'hui Nicolas Meyer-Landrut, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Nous avons beaucoup parlé des migrants, peut-être allons-nous y revenir, mais je voudrais vous interroger sur un titre du quotidien Le Monde de vendredi, qui titre « Europe, et vous êtes un Européen convaincu, l'Europe en état de mort clinique ». Est-ce que vous pensez que ce titre est trop anxiogène ou est-ce que l'Europe actuellement traverse une crise comme elle a surmonté d'autres et qui historiquement se réglera? C'est à propos des réfugiés. Oui, non mais ça se réglera, mais la situation est grave. Donc moi je pense que je ne mettrai aucun doute sur le fait que la situation est grave et que de trouver des solutions ensemble est urgent. Donc nous sommes devant une situation grave qui nécessite des solutions communes d'une manière urgente. Sinon, effectivement, on peut avoir été aujourd'hui à une croisée de chemin qu'on regrettera après. L'Europe peut se déliter, l'Europe peut se déliter? L'Europe peut perdre de son âme dans cette affaire, oui. Alors, je voudrais rester encore un peu sur la question des migrants, revenir sur le couple franco-allemand, parce qu'on en a parlé, mais un peu rapidement. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même, vous qui avez accueilli plus d'1 million de réfugiés en 2015, que la France, qui est le deuxième grand pays de l'Union européenne avec l'Allemagne, fait peu finalement, un engagement sur 31 000 d'accueil sur 31 000 migrants, et dans les faits, à ce jour, quelques dizaines seulement qui ont été accueillis. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a, comment dire, une très très grande différence entre la politique de vos deux pays? Nous comptons sur l'engagement de la France et que le gouvernement mettra en place ce qu'elle a promis, ce qui est important. Et sur un certain nombre d'autres questions, la France et l'Allemagne ont travaillé ensemble dès le début. Les deux ministres de l'Intérieur, sur la frontière extérieure, sur l'aide à la Grèce, pour qu'elle puisse effectivement être efficace sur ses frontières extérieures. Et là, il y a beaucoup d'intérêts que nous défendons ensemble et que nous essayons de mettre aussi des solutions en place ensemble. Donc cette crise migratoire n'a provoqué aucun problème dans le couple franco-allemand? France et Allemagne ont toujours, de leur histoire, pour beaucoup de raisons, des approches pas toujours identiques au début d'une question. Mais ils arrivent, par leur conviction, à trouver des solutions communes pour l'avenir. Et c'est ça ce qui compte. Ah, monsieur l'ambassadeur, il y a un autre évidemment point chaud de l'actualité. C'est actuellement, après les attentats de Paris, l'engagement, l'implication de la France, notamment en Syrie, avec les frappes aériennes. Il y a également la lutte contre le terrorisme de la France au Mali, qui a évité donc, que le pays ne tombe aux mains des djihadistes. Où sont les Allemands? Les Allemands sont présents sur beaucoup de théâtres. On ne les voit peut-être pas toujours parce qu'on n'en parle pas toujours. Et ils ne combattent pas? Et ils combattent. Ils sont présents en Afghanistan, ils sont présents encore au Kosovo, et vous allez voir sur les Balkans les difficultés qu'on a. Ils sont présents au Mali avec des missions d'entraînement. D'ailleurs, ils ont renforcé ça. La difficulté pour apercevoir ce que fait l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a toujours besoin d'un vote au Parlement avant de pouvoir envoyer des troupes. Donc, Ce qui n'est pas le cas de la France, par exemple. Mais ça veut dire aussi que l'engagement militaire sur place prend toujours un certain temps avant qu'il y ait la légitimité pour envoyer des troupes. Aujourd'hui, le Parlement allemand a voté des résolutions qui permettent à l'Allemagne l'envoi d'à peu près 7 à 8 000 soldats sur les différents théâtres autour de la Méditerranée, sur les bateaux qui rescouent, en Syrie avec les vols de surveillance. Mais c'est peut-être perçu parfois plus en opération de soutien qu'en première ligne. Mais l'Allemagne est présente et c'est pour l'Allemagne une grande révolution en fait par rapport à la situation il y a encore 20 ou 30 ans. Donc nous sommes engagés et nous resterons engagés dans ces termes. Et ça, c'est une évolution, monsieur l'ambassadeur, une évolution permanente, le retour de l'Allemagne comme puissance diplomatique et militaire, le cas échéant? Oui, et c'est un changement important. Mais il faut toujours voir pour nous, l'objectif d'une intervention militaire ne peut qu'être d'améliorer les conditions pour une solution diplomatique et politique. L'objectif de la diplomatie allemande, c'est toujours de trouver des solutions diplomatiques, que ce soit en Libye, en Syrie, en Irak ou ailleurs. Vous voulez dire par là que vous ne seriez pas très chaud pour intervenir
en assistance à un éventuel gouvernement d'union nationale en Libye, par exemple. Que pensez-vous, par exemple, des informations liées à une présence discrète, voire clandestine, de militaires français sur le terrain en Libye pour essayer de lutter contre l'État islamique? Ça vous semble une bonne façon de faire? Je ne peux rien dire sur des présences clandestines parce qu'ils sont clandestines s'ils existent. C'est pour ça que j'ai posé la question. Présence discrète. Mais pour la Libye, évidemment, ce qui est absolument essentiel, c'est d'arriver à un gouvernement d'unité nationale. Nous soutenons ces efforts diplomatiques. C'est un diplomate allemand qui est engagé dans cette affaire. Et de là, on peut construire une solution politique. Mais la Libye est effectivement une source de préoccupation. Si jamais il devait y avoir une intervention suite à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, une intervention occidentale, par exemple, en Libye, l'Allemagne pourrait y participer s'il y avait un mandat de l'ONU? Je ne sais pas si c'est une hypothèse sérieuse, selon vous, ou pas? L'Allemagne prendra sa décision le moment venu. Et vous savez que donc pour nous, le cadre juridique, politique et tout ça est important. Donc moi, je ne peux pas aujourd'hui anticiper sur une décision éventuelle, oui ou non, de l'Allemagne. Mais vous l'avez vu, aussi après les attentats horribles à Paris, le gouvernement allemand a pris peu de temps et le Bundestag l'a voté en une semaine d'accompagner l'intervention française militaire en Syrie avec des avions de reconnaissance, avec un bâtiment qui accompagne le porte-avions français. Donc l'Allemagne a pris ses décisions très vite et a été présent sur le théâtre avec ses moyens très vite. Et pour rester sur la Libye, comme le disait Philippe, donc on sait en tout cas que les Français sont présents, même si c'est démenti par le ministère. Enfin, c'est pas vraiment démenti par le ministère. Vous le savez. De la Défense. Voilà. Mais ce qui est démenti, c'est, enfin, ce qui visiblement agace le ministère de la Défense, c'est que l'information soit sortie. Mais bon, est-ce qu'il y a un dialogue franco-allemand sur ce qui pourrait se passer en Libye? Il faudrait bien sûr qu'il y ait un gouvernement d'union nationale qui demande une intervention étrangère. Mais est-ce que vous êtes en dialogue, notamment avec la France, avec les Américains aussi, j'imagine, sur une potentielle intervention en Libye? Nous sommes en échange très étroit avec la France à tous les niveaux sur la question de la Libye dans son ensemble, sur tous les aspects de la question libyenne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Question diplomatique. C'est les chefs d'État et de gouvernement s'en parlent. Le ministère des Défenses s'en parle, les ministres des Affaires étrangères se parlent, les ministres se parlent. Donc, nous partageons la préoccupation par rapport à la situation en Libye. L'objectif aussi de réduire la présence de l'organisation de l'État islamique en Libye. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, il y a eu une première sortie de Jean-Marc Ayrault, nouveau ministre français des Affaires étrangères, avec son homologue allemand en Ukraine. Autour de cette crise, qui aujourd'hui semble moins actualisée, est-ce qu'il faut reparler, tendre la main, notamment à Poutine, à la Russie, éviter une forme de distanciation? L'Allemagne et la France, il y a à peu près un an, ont réussi dans une séquence compliquée à Minsk de mettre sur place un cadre qui doit amener une stabilisation militaire et une solution politique. Et Minsk peine à se mettre en place. Et la Russie en porte au moins une grande partie de la responsabilité. Donc pour nous, la question maintenant, dans les prochaines semaines et mois, c'est d'essayer de voir Minsk se mettre en œuvre, mais nous allons aussi dire, et ça les deux ministres l'ont fait à Kiev, dire au côté ukrainien, là où l'Ukraine doit faire plus pour permettre ce processus d'aboutir. C'est un peu l'objectif de la mission des deux ministres français et allemands, précisément ces derniers jours. Oui. Par rapport à la Russie, justement, beaucoup parlent d'une nouvelle guerre froide, etc. Pour vous, quelle est votre évaluation de la situation, de nos relations avec les Russes? Et où on est, en gros, ce qu'on appelait l'Ost politique de l'Allemagne? C'est l'Ost politique ou l'Ost politique? Non, la Russie est un grand partenaire, c'est un grand pays, c'est un pays avec lequel l'Allemagne a eu une histoire compliquée. Et l'Allemagne est certainement le dernier pays qui veut être en conflit avec la Russie, dû à son histoire. Donc nous voulons avoir une bonne coopération avec la Russie, mais nous voulons aussi avoir un environnement dans lequel la Russie respecte ses engagements
respecte ses engagements internationaux et ne fait pas des guerres soit non déclarées ou des annexions de parties des pays qu'ils avaient respectés auparavant. Donc il y a un travail à faire avec la Russie. Il faut leur parler, nous le faisons, et il faut essayer de faire avancer les dossiers. Monsieur l'ambassadeur, on pourrait parler également, on a très envie de le faire, économie et emploi dans votre pays. Un certain nombre de pays des 28 se font actuellement montrer du doigt, on va le dire autrement, un peu engueulés par l'Europe parce qu'il y a des déficits importants. L'Allemagne, c'est le contraire. Vous êtes sur le point d'être admonesté parce qu'il y a un excédent trop fort, un excédent commercial, et l'Europe estime qu'au fond, vous exportez un peu le chômage en consommant peu en Allemagne. Ça crée également une tension à l'intérieur des 28. Alors, l'Allemagne se porte trop bien? L'Allemagne se porte bien. Elle pourra se porter mieux, parce que aussi l'Allemagne a ses difficultés. Sur la partie consommation, si vous regardez bien les chiffres de croissance... Il y a maintenant un salaire minimum. Il y a un salaire minimum, mais si vous regardez les forces qui ont porté la croissance en Allemagne l'année dernière, c'était en grande partie la consommation interne. Les salaires ont augmenté plus que dans les années précédentes et dans d'autres pays, avec une inflation presque zéro, le pouvoir d'achat et un prix de pétrole très bas, le pouvoir d'achat des ménages allemands a beaucoup augmenté. Donc, sur la partie interne, les choses évoluent et ont évolué. Pour l'excédent commercial, il faut... 200 milliards d'euros. Oui, mais il faut toujours faire une analyse un peu plus détaillée. Nous avons un euro qui est faible. Ce n'est pas l'Allemagne qui l'a voulu. L'Allemagne en profite. Nous avons des cours de pétrole bas. C'est pas vous non plus. C'est pas nous qui l'avons demandé, mais nous en profitons comme d'autres. Et par rapport à la zone euro, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'excédent commercial à l'intérieur de la zone euro. Et là, l'excédent allemand, dans les dernières années, a baissé. Et a baissé d'une manière significative. Et dans toutes les exportations allemandes à l'extérieur de la zone euro, il y a beaucoup de produits produites en France, en République tchèque ou ailleurs. Donc l'exportation européenne est en partie une exportation allemande ou l'envers. Philippe Ricard. Vous parliez de la zone euro. Vous avez beaucoup lutté pour essayer de sauver l'euro au moment du naufrage de la Grèce. Où on en est maintenant? Vous trouvez que la situation est stabilisée en Grèce? Il y a encore beaucoup de doutes, non? Les difficultés de la zone euro n'étaient pas que la Grèce. Et je pense qu'il faut essayer de ne pas réduire le problème de la zone euro sur le problème de la Grèce, qui est particulier et qui est effectivement grave et pas encore définitivement résolu. Mais vous voyez, l'Irlande a eu 7% de croissance l'année dernière. L'Irlande aussi a eu un programme de redressement. L'Espagne et le Portugal se portent mieux, même si politiquement, ce n'est pas toujours aisé. Donc, je pense que la zone euro aujourd'hui est plus stable, mais il reste un travail à faire pour solidifier les fondamentaux. Est-ce que, pareil, quelle est votre évaluation de la situation en France? Est-ce que vous trouvez qu'en France, on réforme assez? C'est souvent, effectivement, la Commission européenne qui demande aux Français de faire davantage sur le marché du travail. En prenant toujours l'exemple de l'Allemagne, d'ailleurs. Alors, l'Allemagne qui reste souvent très discrète sur le sujet, mais vous pouvez nous livrer votre évaluation un peu de ce qui se passe en France, quand même? L'organisation du travail en Europe est faite ainsi que ce n'est pas les États qui critiquent les États, parce que je pense aussi que ce n'est pas bon. On a chargé des institutions avec les évaluations dans les différents pays. Je pense que les responsables français sont tout à fait conscients des forces et des faiblesses de leur pays, de leurs économies. Et je suis aussi sûr que les réformes faites dans un pays ne peuvent pas servir de modèle pour les réformes dans un autre pays. Néanmoins, on cite souvent d'exemples en France les réformes faites par Schröder, il y a plus de 10 ans, le socialiste, ou social-démocrate Schröder, il a fait des réformes, il a perdu les élections. Est-ce que c'est le prix à payer, notamment en France actuellement, avec la réforme du mode de travail ou du code du travail, pour faire les réformes? Il faut être impopulaire et perdre les élections derrière? Ça, vous discutez avec les responsables français. Oui. Mais en Allemagne, la réforme dite Hartz, en 2003-2004,
a été votée en Allemagne aussi par l'opposition. Elle a été votée par la CDU dans le Bundestag et dans le Bundesrat. Donc c'était un effort commun de toutes les forces politiques allemandes qui ont répondu à une situation qui était difficile en Allemagne avec 5 millions de chômeurs. Et après des années où toute l'Europe a dit que l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe. Oui. Donc l'Allemagne est dans un consensus national, y a réagi. Pour revenir 2 minutes sur l'état de l'économie allemande, donc on l'a dit, les indicateurs sont plutôt bons comparés à ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne. Quand même, il y a un chiffre qui inquiète un peu. Là, c'est une baisse assez forte apparemment du moral des entrepreneurs allemands, même si les prévisions de croissance s'annoncent plutôt assez favorables pour l'Allemagne en 2016. On devrait rester autour de 1,7% de croissance. Comment vous interprétez ce signe qui a l'air un peu inquiétant dans un contexte qui, par ailleurs, est plutôt positif? L'économie allemande dépend énormément des exportations, comme vous l'avez dit et rappelé. Donc, les évolutions internationales, les incertitudes de Chine au Proche-Orient sont toujours un élément d'inquiétude pour les entrepreneurs allemands. Donc, c'est normal qu'ils prennent ça en compte. Est-ce que et comment ça va évoluer, c'est encore un peu trop de le dire. Mais il faut être vigilant, il faut toujours voir par où on peut améliorer aussi ses compétences. Vous le voyez bien, il y a aussi une forme d'impopularité parfois de l'Allemagne, on pense notamment à l'Europe du Sud, comme étant au fond la capitale de l'austérité, des salaires bas et l'austérité qui empêcherait la relance. Comment est-ce que comment est-ce que Berlin prend ces critiques qui sont maintenant assez récurrentes, assez régulières? Si vous comparez les salaires dans l'industrie entre l'Allemagne et la France et d'autres pays, les salaires en Allemagne sont élevés. Donc ma première réponse à ce type de critique, c'est que je demande de regarder en détail comment la situation se présente. Philippe Ricard. Le salaire minimum, ça a changé les choses de ce point de vue-là ou pas? Le salaire minimum a changé. Vous y étiez favorable vous-même? Le salaire minimum est important parce qu'il permet de répondre à la question des salaires bas. Et en Allemagne, traditionnellement, les salaires étaient négociés entre les partenaires sociaux. Et nous avons vu, après l'unification et dans les nouveaux secteurs, de plus en plus de secteurs aussi dans les services, où le niveau d'organisation n'était pas assez important, donc où les accords entre les partenaires sociaux n'avaient plus assez de prise. Et d'ailleurs, le gouvernement et l'Allemagne a introduit un salaire minimum à partir du moment où les partenaires sociaux étaient d'accord pour l'introduire. Avant, c'était les partenaires sociaux en Allemagne qui n'en voulaient pas. Donc, c'est un ajustement important pour l'ensemble. Et c'est quelque chose qui peut devenir un inconvénient en termes de compétitivité par rapport à des concurrents en Europe centrale ou en Espagne, par exemple, Italie, Portugal ou France? Ça dépend comment elle est appliquée dans la suite. Et le mécanisme pour ajuster le salaire minimum en Allemagne est donné entre les mains des partenaires sociaux. Donc je leur fais confiance. Bon, il y a un autre, je l'ai rappelé, un autre point d'actualité prochainement. Vous êtes très engagé sur l'Europe. La sortie possible, potentielle de la Grande-Bretagne. Comment voit-on ça du côté de Berlin? On a fait au Conseil européen dernier un accord que je qualifierais d'honnête, de fair, entre les Européens et les Anglais pour répondre à leurs soucis. C'était pas facile. Ça a mis un certain temps, même à Bruxelles, pour être négocié. Mais nous pensons que ça répond aux demandes exposées par le Premier ministre. Donc tout danger est écarté? Non. Parce que maintenant, la question est soumise à la question référendaire en Angleterre. Fin juin. C'est aux habitants, maintenant, ceux qui participent au référendum, de décider. Et vous savez très bien que l'issue d'un référendum, on le saura le soir du référendum. Est-ce que de ce point de vue, le Premier ministre David Cameron, selon vous, prend un grand risque en recourant à cette pratique référendaire? Les pratiques d'un pays à l'autre sont différentes. Il prend certainement un risque. Je suis convaincu qu'il prend un risque pondéré. Pour aider... Donc vous êtes optimiste quand même, si vous dites ça. Oui. Pensez que Je suis toujours optimiste. Vous pensez que le maintien dans l'Union européenne peut gagner même? Oui. Oui.
Les sondages sont serrés, effectivement, et on sent que les partisans du Brexit, de la sortie de l'Union, très très motivés. Oui, mais toute campagne se décide, comme vous le savez, dans les derniers 10-15 jours. La campagne vient de commencer. Ce n'est pas à nous de mener cette campagne ou de la commenter. Laissons... Commenter, on peut toujours commenter. Oui, vous pouvez toujours commenter, moi peut-être moins, mais laissons cette campagne se dérouler et faire confiance à M. Cameron. Alors, pour aider M. Cameron avant cette campagne qui va être dure pour lui, on a quand même fait du côté européen des concessions, notamment en matière de droits sociaux, des gens qui sont mobiles en Europe. Donc, c'est des gens dont on a besoin en Europe, qui viennent travailler dans différents pays, etc. Et on leur coupe certaines allocations familiales. Je pense notamment aux Polonais qui auraient gardé des enfants en France. Vous trouvez que c'est des concessions qui sont un peu cher payées quand même ou pas? L'essentiel dans cette affaire, c'est qu'on laisse la décision au niveau européen. Donc, ce n'est pas un pays, ni l'Angleterre ou un autre pays, qui peut décider quelle coupe, mais il doit y avoir des circonstances particulières dans lesquelles, sur proposition de la Commission, le Conseil, donc l'ensemble des États membres, décide. Donc, tant qu'on reste dans un cadre de décision commune, ça me semble acceptable. Vous voyez l'Allemagne profiter de certaines de ces concessions aussi, parce que l'Allemagne, comme on a vu, qui est une terre d'accueil, notamment de gens d'Europe centrale, pas mal de Polonais aussi qui travaillent à Berlin. Vous voyez les Allemands profiter de cette formulation? J'appellerai pas ça profiter, mais peut-être utiliser ou appliquer, c'est pas impossible. Nous avons aussi une législation en allemand et européen qui est de plus en plus claire sur le fait que pas chacun qui vient chercher du travail dans un autre pays puisse bénéficier de l'ensemble des droits sociaux dans le pays où il cherche le travail. Et c'est important. Nicolas Meyer-Landry, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons entendu à plusieurs reprises évoquer le passé de l'Allemagne pour expliquer notamment sur la question des réfugiés une autre réponse, une autre tonalité. Dans quelques semaines, la chancelière et le président de la République française vont se retrouver à Verdun, un siècle tout juste après le début de cette offensive qui marque évidemment l'histoire. Est-ce que justement cette histoire du XXe siècle marque encore aujourd'hui l'Allemagne, sa diplomatie, sa politique, son rapport à l'Europe? C'est encore une clé de lecture? Oui. Et c'est toute la séquence, si on veut. C'est la Première Guerre mondiale, c'est le montée du nazisme, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi la Shoah qui est encore un facteur déterminant pour la politique allemande aujourd'hui. Donc nous sommes contents qu'il y ait cette grande manifestation qui sera le 29 mai à Verdun. Et nous sommes aussi contents que le président français a invité un metteur en scène allemand. Au-delà de la mémoire, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ça marque encore, par exemple, des décisions diplomatiques au Proche-Orient ou ailleurs? C'est encore une clé de compréhension, de lecture de la position de l'Allemagne? Oui, parce que l'Allemagne a tiré, après la Deuxième Guerre mondiale, pour refaire sa constitution, pour refaire sa politique, un certain nombre de conséquences de ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle. Et cela reste encore aujourd'hui d'actualité, ces leçons. On attend d'ailleurs à cette occasion, le 29 mai, a priori, un geste assez fort de la chancelière et du président français. Vous confirmez? Nous avons vu avec, je dis vraiment plaisir, que le président français a demandé au grand metteur en scène allemand, Volker Schlöndorff, de se charger de la mise en scène. Donc nous sommes impatients de découvrir ce qu'il nous prépare. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté l'invitation d'International. Monsieur l'ambassadeur Nicolas Meyer-Landry, merci d'avoir participé à cette internationale. TV5 Monde, RFI, en liaison toujours avec le quotidien Le Monde. Puis nous verrons comment au cours des prochaines semaines, effectivement, votre pays gère plus spécifiquement cette crise, ce dossier des migrants. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Excellente suite de programme à vous sur les antennes respectives de RFI et de TV5 Monde. Excellente lecture, naturellement, du quotidien Le Monde, notre partenaire.